Et un book club spécial Molière aujourd'hui, en effet. Il est né à Paris en 1622, fondateur de la troupe de l'illustre théâtre avec Madeleine Béjart, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de l'auteur du Misanthrope, de Tartuffe, de l'Avare ou encore de l'École des femmes. Un nombre incalculable de livres ont été publiés pour cartographier, portraitiser, décliner, appréhender Molière sous toutes ses coutures, sans compter les rééditions de ses pièces. Alors on s'arrête sur deux d'entre elles avec vous, Sébastien, ou deux d'entre eux, plutôt deux ouvrages consacrés à Molière en ce moment. Oui, 10 pièces de Molière en BD pour encourager toutes celles et tous ceux qui penseraient que cette langue n'est pas pour eux à s'en approcher. Et l'académicien Sir Michael Edwards fait des infidélités à la langue de Shakespeare et réédite chez PUF Le Rire de Molière, Olivia. Alors, pourquoi lire ou relire Molière aujourd'hui? La langue de Molière plaît-elle encore? Pour en parler, nous avons choisi d'inviter dans ce book club spécial Molière, non pas des auteurs, mais deux lecteurs assidus et avertis du dramaturge Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française, invité aussi ce midi de l'entretien aujourd'hui. Bilan de saison et perspective, il a orchestré pour le Français, qu'on appelle aussi la Maison de Molière, 6 mois dédiés au père du théâtre français, 25 pièces mises en scène du 15 janvier au 25 juillet dernier. Et Joël Hudevol, directeur du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, où vient de débuter notamment l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux. Bonjour Joël Hudevol. Bonjour. Bonjour et rebonjour Éric Ruff. Rebonjour. Mais comme chaque jour, on ouvre les portes de notre book club, de notre club de lecture avec vous. Il vaut mieux que je garde la langue de Molière aujourd'hui. De notre club de lecture avec vous, Sébastien Thème, et Molière, une énigme en 4 actes. Oui, en effet, une énigme en 4 actes à retrouver sur notre page Instagram où vous saurez tout de Jean-Baptiste Poquelin, du choix de son nom de scène, Molière, peut-être un nom d'emprunt aux artistes de son époque, le compositeur Louis de Molière ou François de Molière-Dessertine, écrivain. Molière, c'est plus d'une trentaine de pièces dont il ne subsiste aucune trace écrite, aucune trace manuscrite, donc un mystère aussi entoure la disparition de ses écrits. Et puis on vous propose aussi d'en savoir un peu plus sur un autre mystère. Molière est-il bien l'auteur de ces pièces ou Molière était le prête-nom de Pierre Corneille? Ça, c'est l'écrivain Pierre Louis qui avait tenté cette démonstration en 1919, qui avait été, je crois, un peu retoquée il n'y a pas si longtemps. Et puis la fin de Molière, sa mort, pas sur scène comme on l'a dit beaucoup, mais en sortant de scène, en rentrant chez lui d'une quinte de tout qui ne s'arrêtait pas, à l'issue de la 4e représentation, le 17 février 1673, du Malade imaginaire, évidemment. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez continuer à échanger et continuer à nous dire quelle est votre pièce favorite de Molière. Je dois dire que les réponses, c'est une réponse par auditeur, donc c'est difficile de créer une grande tendance. Même si on relit l'Avare, le Bourgeois gentilhomme ou l'École des femmes, Emmanuelle Carpenter, bookstagrammeuse, nous parle justement de l'École des femmes, qu'elle a relue avec son fils. Elle nous en dit plus. Et l'année dernière, mon fils avait l'École des femmes à lire. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai lu, je lui ai posé des questions, je me suis aperçue qu'il avait rien compris, donc je lui ai relu pour mon plus grand plaisir. Les mots, l'humour, les alexandrins, un vrai régal. Alors on en a beaucoup discuté, on a fait des recherches et puis on est quand même arrivé à la conclusion que Agnès, elle existe toujours aujourd'hui dans le monde actuel, elle est toujours utilisée pour la domination masculine et maintenue dans l'ignorance. Et même la fille occidentale qu'on maintient obsédée par sa ligne et sa garde-robe, elle est pas loin d'être aussi très très utilisée. Heureusement, je pense qu'elle a autant d'esprit qu'Agnès et un peu plus d'ambition que de vouloir faire juste un beau mariage. Éric Ruff, Joël Hudevol, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Emmanuelle Carpenter? Joël. Je pense qu'elle a tout à fait raison sur le fait que l'École des femmes reste une pièce d'actualité. En tout cas, elle nous parle de la situation des femmes au XVIIe, mais on peut en trouver des échos dans le monde d'aujourd'hui. Ce que je trouve frappant dans cette pièce, c'est effectivement comment Molière écrit un rôle qui pose la question de la situation des femmes à son époque, du mariage forcé, des relations hommes-femmes, mais aussi comment il le pose en donnant à Agnès une intelligence, une finesse, comment finalement, malgré toutes ces contraintes,
elle grandit et elle devient une femme qui se libère d'Arnolphe. Toutes les pièces de Molière sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est peut-être ce qui fait le propre des grands textes, qu'elle parle d'argent, qu'elle parle des femmes, qu'elle parle de notre rapport à la médecine. On a pu, là encore, faire ressurgir les parallèles, notamment durant la crise sanitaire. Alors, est-ce que c'est ça qui fait les grands textes pour vous et qui fait de Molière un grand auteur, le plus grand, Éric Ruff? Vous n'allez pas pouvoir à chaque fois renvoyer la balle vers Joël. J'ai répondu tout à l'heure, il n'était pas là. C'est une sorte d'introduction très polie. J'étais tout seul tout à l'heure. Oui, enfin, je considère que c'est un immense auteur parce qu'il a plusieurs cordes, on peut dire ça ici, à son arc, parce qu'il est un dramaturge exceptionnel, physique et de construction langagière. Voilà, il nous fait rire comme De Vos. Enfin, il y a des choses. Enfin, on se demande pourquoi ça marche encore. Simplement, il faut venir dans une salle, écouter Molière et voir les rires qu'il suscite. Il y a aussi le fait qu'effectivement, il décrit chez nous des défauts qui, malheureusement, n'ont pas été totalement corrigés depuis quelques siècles. On s'y reconnaît bien. Et puis, au-delà de ça, c'est un écrivain qui travaille une matière qui est plus profonde encore, j'allais dire presque mythologique, qui nous décrit absolument. Donc, quand il y a une chose qui ne marche pas, il y en a une autre qui marche, et une autre... Dans ce triangle des Bermudes, on est pris absolument par son génie. Et est-ce qu'il y en a une en particulier qui trouve grâce à vos yeux? Oui, vous avez joué Don préférée. Juan, pas beaucoup, non? Alors, j'ai joué Don Carlos, Don Carlos dans Don Juan, oui, tout à fait. Ce qui change de tropisme. Mais est-ce que peut-être Don Juan, là-dessus, ça pourrait être... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, pour le coup, moi, c'est vraiment le Malade imaginaire. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup joué aussi dans le Malade imaginaire parce que... Alors, c'est une pièce, évidemment, de maturité dans laquelle tout Molière est présent. Il y a aussi de la scatologie, évidemment. On n'évite pas ça avec la médecine à l'époque, avec Lister, etc. Et en même temps, il y a toute la partie, moi, qui m'intéresse énormément là-dedans. On le cite jamais, mais c'est quand même Argan qui... la fille fait semblant de mourir devant son père. Argan fait semblant de mourir devant sa fille et devant sa femme. Il dit cette réplique extraordinaire qui pourra me faire rire des siècles. N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort? L'a dit le Malade imaginaire. Cette chose-là, on a tout ce fantasme-là de pouvoir assister à son propre enterrement pour essayer de regarder qui est juste et qui n'est pas juste, quels sont les sincères et les insincères, etc. C'est un fantasme absolu et c'est un des muscles de cette pièce. On parle toujours des diaphorus, de la médecine. Cette chose-là, posée, je la trouve magnifique, on s'y reconnaît. Vous l'avez joué un peu, Oui. Molière. Vous l'avez scénographié, notamment pour Clément Hervieux-Léger, deux fois, La critique de l'école des femmes et Le misanthrope, ou l'atrabilaire amoureux de Molière. Mais est-ce que vous l'avez mise en scène aussi? Non, je ne l'ai pas mis en scène. Jamais. Non, Voilà. non, jamais. Et ça, c'est un choix ou c'est un concours de circonstances? C'est un concours de circonstances. J'aurais pu vouloir le faire pour le coup, mais en ayant beaucoup joué dans les œuvres, il est quelquefois pas facile de les réinventer. Voilà, quelque chose s'est inscrit en moi parce que j'ai joué, pas forcément des rôles importants, mais dans beaucoup d'œuvres de Molière, parce que ça fait quelque temps que je traîne mes savates à la Comédie Française et que c'est un petit peu le vrai patron de la Comédie Française. Voilà, c'est finalement un petit peu un intouchable pour moi. Mais c'est quand même un scoop aujourd'hui. Le patron de la maison de Molière n'a jamais mis en scène Molière. Il y a quelque chose à imaginer pour la suite. Peut-être Éric Ruff. Le patron de la maison de Molière a peur de mourir. On ne veut pas mourir, ou ça aimerait se voir mourir. Et mettre en scène Molière, c'est signer son acte de décès, vous pensez, Sébastien? Molière est notre patron, notre modèle et notre ami. Nous le connaissons, nous l'aimons, nous le servons, écrivait Jacques Copeau en 1922. Et pour raconter, évoquer cette saison que vous avez orchestrée, Éric Ruff, cette demi-saison de janvier à juillet, à l'occasion de ce 400e anniversaire de la naissance de Molière, on ne peut pas dire mieux que vous l'avez servi, avec 25 pièces qui ont été mises en scène pour l'occasion. Comment servir Molière aujourd'hui? Cette question-là, vous vous l'êtes posée en programmant ces pièces, cette demi-saison?
Comment le servir en essayant de rendre justice à son génie, à sa polysémie surtout. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur Molière et je me suis aperçu très vite que dans la maison de Molière, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un avis sur lui tellement nous le pratiquons et tellement il nous est à chaque fois étranger, proche, lointain. Vous n'avez pas le recul nécessaire. Non, à chaque fois on se dit tiens ça marche, à chaque fois qu'on va vers le tragique, on se dit on perd le comique, à chaque fois qu'on va vers le comique, on perd le tragique. On a une connaissance encore une fois de sa profondeur et de sa désespérance et de son rire, qui fait qu'on a du mal à dire c'est comme ça qu'on joue Molière. Donc j'ai essayé de faire en sorte que Molière soit représenté dans toute sa diversité. J'ai surtout essayé de faire en sorte de rendre justice au fait que c'était quelqu'un qui se débrouillait dans son époque avec les armes qu'il avait et avec la troupe qu'il avait, et que ce n'est pas quelqu'un qui écrivait sur une édition en papier Bible, et que nous avons quelquefois un respect à l'écriture de Molière trop grand, j'allais dire, et ce qui fait que tout d'un coup ça devient un classique Larousse qui fait peur un petit peu aux générations à qui on l'impose, alors que c'est une matière d'invention absolument dingue. Je le sais pour avoir j'ai joué plein de jeunes amoureux, et quoi, charmante Élise, vous devenez toutes mélancoliques, et quoi, chère Marianne, je vous vois toutes tristes, c'est toujours les mêmes débuts, c'est toujours les mêmes fins, ça pue le lasie à plein nez. Donc c'était un théâtre d'invention, c'était un théâtre de foire aussi, même si il y a encore une fois des trouvailles langagières et des scènes d'une poétique ou d'une politique extraordinaire. Mais je voulais faire en sorte qu'on puisse se dire tiens, c'est une matière vivante. C'est pas quelque chose qui est rentré pour toujours au musée. J'ai coutume de dire qu'à la Comédie Française, il y a deux Molières, et c'est peut-être la coexistence des deux qui fait un portrait à peu près fidèle. Il y a celui effectivement de la bibliothèque de la Comédie Française qui enregistre tout ce qui se passe à la Comédie Française depuis son créateur, donc Molière, enfin, à titre posthume, juste après. Et puis il y a le Molière des acteurs, c'est-à-dire que depuis Lagrange, on s'est passé une sorte de flambeau, une sorte de connaissance un peu empirique, tout en ne sachant pas exactement ce que c'est, jusqu'au 535e sociétaire qui est Dominique Blanc. Et c'est un portrait beaucoup moins scientifique, beaucoup plus vivant, sans doute moins vrai, mais je pense que entre celui de la bibliothèque et celui des acteurs, si on fait une pâte à modeler des deux, peut-être que le profil va sortir à peu près correctement. Alors d'où votre choix d'aller chercher aussi des metteurs en scène extérieurs pour leur permettre d'avoir ce recul aussi sur l'œuvre de Molière. Ça a été le cas avec Julie Deliquet ou encore avec Ivo Vanhoff, mais aussi de confier à des comédiens du français la mise en scène de certaines des pièces, et on l'a revu avec Clément Hervieux-Léger pour Le Misanthrope, ou encore Denis Podalides pour Les Fourberies de Scapin, ou encore Christian Eck avec Valérie Le Sort, le bourgeois gentilhomme. De votre côté, Joël Ludwol, comment vous avez interprété, et vous n'allez pas couper à la fameuse question quand même de Sébastien Thème sur votre Molière préféré, le vrai du faux, si on reprend le titre de cette exposition, le jeu du vrai du faux, est-ce que c'est ces deux Molières qui se distinguent là à travers cette opposition aussi illustre que celle du bien et du mal, celle du vrai et du faux? Est-ce que vous y avez vu deux Molières, ou est-ce que justement le dramaturge arrive à fusionner ces deux concepts? J'aime beaucoup l'image d'Éric, parce qu'effectivement, c'est aussi dans ce sens-là qu'on a essayé de montrer une image de Molière qui mêlait le jeu du vrai et du faux, aussi bien dans sa vie, puisque... on va dire, au lendemain de sa mort, la légende est née. C'est-à-dire qu'il était tellement à la fois aimé, célébré et détesté par d'autres que sa vie a fait l'objet d'un mythe pratiquement dans les quelques années qui ont suivi. On a immédiatement écrit une légende qui n'a cessé de se perpétuer et qu'on continue à perpétuer aujourd'hui. Après tout, pourquoi pas. Voilà, ce sont toutes les mythologies de la figure autour de sa mort, comme on le disait tout à l'heure, autour du fait que est-ce que c'était un pauvre comédien errant ou un bon bourgeois de Paris, est-ce que dans les rapports avec sa femme, etc. Dans son rapport aussi au pouvoir politique, est-ce que c'était un rebelle ou est-ce que c'était un révolutionnaire malgré sa proximité avec le roi. Sa proximité avec le roi. Donc, effectivement, on peut aujourd'hui, de manière très
précise, confronter cette légende à l'histoire, aux travaux des historiens. Et du coup, c'est intéressant de voir comment les clichés persistent ou comment on les déconstruit. Et au fond, cette dialectique du jeu, du vrai et du faux, elle est aussi très opérante dans l'œuvre, puisque d'abord le théâtre, c'est le jeu du vrai et du faux par nature. Et ensuite, au sein des pièces elles-mêmes, pour ne prendre que l'exemple du Tartuffe ou de Don Juan, qui pose la question de l'hypocrisie, ou des pièces comme dans lesquelles qui mettent en rapport les grands et les petits, et donc du coup le rapport de dupe qu'on peut avoir entre le maître et le valet, par exemple. Là, on a à chaque fois, il nous a semblé, à ma co-commissaire et à moi, Agathe Sanjuan, qui est la conservatrice de la Comédie Française, que c'était un fil conducteur qui nous permettait de traverser la vie, l'œuvre, et aussi la manière dont s'est construit l'image de Molière au fil du temps. Comment il est devenu un classique qui reste malgré tout moderne. Sébastien Thème, il y a 2 Molières, et ce n'est pas l'académicien Michael Edwards qui dirait le contraire. Oui, en effet. On apprend, grâce à Michael Edwards et la réédition de son livre Le rire de Molière, paru la première fois il y a 10 ans, que le rire est important pour Molière. Alors ce qu'il nous dit, Michael Edwards, c'est qu'il s'interroge sur justement cette fonction du rire, qui peut-être, selon lui, a perdu un peu sa place première, remplacée par un regard psychologique sur l'œuvre. Molière, dit-il, est souvent tiré du côté du drame aujourd'hui, joué comme Ibsen, Tchekhov, où gravité, tristesse, mélancolie semblent constitutive, voire consubstantielle du théâtre de Molière. Alors c'est peut-être vrai, d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait du Misanthrope monté en 2017, on en parlait, par Clément Hervieux-Léger avec vous, Éric Ruff, en Philinte. Vous aviez aussi d'ailleurs signé la scénographie. On écoute un extrait, c'est la scène des portraits, acte 2, scène 4. C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère, qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire et toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde, à force de façon, il assomme le monde. Sans cesse, il a tout bas pour rompre l'entretien un secret à vous dire, et ce secret n'est rien. De la moindre vêtille, il fait une merveille, et jusque au bonjour, il dit tout à l'oreille. Et Gérald, madame? Oh, l'ennuyeux conteur. Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. C'est un extrait du Misanthrope, mis en scène par Clément Hervieux-Léger. On entendait la voix d'Adeline Dermy. Éric Ruff, est-ce que vous êtes d'accord avec Michael Edwards? Est-ce qu'il y a un malentendu sur l'interprétation contemporaine de Molière, ou justement Molière, s'il est autant plébiscité 400 ans après sa naissance, c'est parce que son œuvre est impure, pléthorique, tragicomique, polysémique, comme vous le disiez tout à l'heure, et sérieuse et drôle à la fois? Mais on ne peut pas dire que c'est une erreur de mettre de la psychologie dans Molière. Il y en a. Ce serait une erreur de penser que c'est le seul code de lecture actuel et valable. Encore une fois, dès qu'on va quelque part, on perd quelque chose. Ce génie est tellement immense. D'une certaine manière, il est shakespearien. Lui aussi a des qualités dans son écriture. Il s'adresse à des publics extrêmement différents. De temps en temps, on oublie, mais c'est parce que le temps passe. Le rire libérateur dans Scapin, par exemple, Scapin qui tape sur un sac dans lequel il y a Géronte. Je ne sais pas d'où procède ce rire. Finalement, on rigole pas quand des mecs se font défoncer à coups de batte de baseball dans des coffres chez Scorsese, alors que chez Molière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire la bastonnade, la peur de la bastonnade, qui à l'époque était vraiment l'arme la plus commune, était le bâton. Il y a des gens qui se faisaient rouer de coups. Enfin, c'était même un supplice. Je pense que on rit aussi de voir ce qui ne va pas nous arriver. Enfin, il y a cette chose-là chez Molière aussi. On pourrait dire que c'est de la foire. Si on fait que la foire, ça ne marche pas. Si on fait que de la psychologie, ça ne marche pas. Il faut essayer d'être humble vis-à-vis de cette polysémie et d'essayer d'en rendre compte. Il se passe plein de choses par le rire, en fait. Le rire, il permet plein de choses. Ah bah oui. Mais tout.
Moi, c'est ça qui est extraordinaire quand on dit est-ce qu'il est actuel ou pas. Et encore une fois, il suffit de venir dans n'importe quelle salle. Je ne parle pas que de la Comédie Française. Là où Molière est joué, et plutôt bien joué, la réaction du public, c'est absolument dingue. À quel point ça appuie encore sur des endroits ou de peur, ou de rigolade, ou de choses qui sont actuelles pour nous. Voilà, c'est le rire pour le coup. Il se prépare pas et il vient quand il vient. Joël Hudevold, cette exposition que vous présentez actuellement à la BNF pose cette question, on le disait, de la modernité de Molière et de ses réinterprétations. Est-ce que ce sont justement ces multiples interprétations possibles et ces réinterprétations qui ont été opérées avec le temps sur la scène, sur les scènes de France notamment, et du monde entier, qui ont permis à Molière cette incroyable longévité? Est-ce que c'est aussi ça qui fait que la langue de Molière est toujours actuelle et qu'elle plaît encore? Oui, sans doute. Je dirais qu'il y a malgré tout deux grandes périodes, mais on pourrait sans doute découper les choses autrement. C'est que pendant plusieurs siècles, c'est quand même les interprètes qui ont pratiquement seuls porté l'évolution des rôles et qui ont marqué telle ou telle interprétation. Justement, on peut jouer l'avare plus ou moins sinistre, plus ou moins comique. Et ce n'est qu'à partir, vous citiez tout à l'heure Jacques Copeau, du Cartel, on s'est mis à se permettre d'avoir, je dirais, différentes lectures de Molière et pouvoir le transposer dans le temps, pouvoir le faire plus psychologique du point de vue de la mise en scène. Et c'est aujourd'hui vraiment l'époque où on est, c'est-à-dire que depuis l'après-guerre, les années 60, on le voit dans le programme de la Comédie Française et ailleurs, comment on peut avoir une lecture de Tartuffe qui est celle de Planchon et qui dit l'essentiel c'est le rapport homosexuel qui sous-tend les liens entre Orgon et Tartuffe, ou bien Ariane Mouchkine qui dit mais la pièce dénonce tous les fanatismes et moi je le transpose dans le monde islamiste parce que c'est ce que je veux dénoncer aujourd'hui. Donc je crois que c'est la force de Molière aujourd'hui, c'est vraiment qui permet toutes ces lectures. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que on a envie de vous demander quel trésor de Molière conserve la Bibliothèque nationale de France, quel manuscrit. Or, en ouverture de l'exposition et dans le catalogue qui l'accompagne, vous racontez que tous les moliéristes de tous les temps et de tout temps se sont arrachés les cheveux parce qu'ils ont cherché en vain et qu'aucun manuscrit, aucun brouillon, aucune lettre n'existe. C'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de texte autobiographique de Molière? Il n'y a aucun manuscrit autographe de Molière. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup qui dit que sous Charles X, il y a un paysan normand qui était arrivé à la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque royale à l'époque, avec dans sa charrette une grosse malle dans laquelle il dit au concierge, mais voilà, là j'ai tous les manuscrits de Molière, qu'est-ce que je peux faire? Et le concierge lui dit, en fait, revenez demain parce que moi je peux rien pour vous. Bon, on l'attend toujours. Mais cette absence de manuscrits de Molière, en fait, elle est normale. Elle est normale parce qu'il n'y a pas beaucoup plus, et il n'y a même pas de manuscrits de Racine ou de Corneille. À l'époque, on ne conservait pas les manuscrits une fois que les pièces étaient publiées. Et donc, il n'y avait pas le culte du manuscrit comme eu à l'époque romantique, celui de Victor Hugo, celui de Dumas, etc. Donc, c'est tout à fait normal. Et les quelques traces manuscrites qu'on a de Molière... Ce que vous avez, c'est des éditions originales des pièces. Des éditions originales, bien sûr. Beaucoup de documents, alors voilà, après très précieux, qui viennent de la Comédie Française ou qui viennent de la BNF, le fameux registre de Lagrange, qui est le compagnon de Molière, qui est une synthèse finalement de la vie de la troupe pendant plus de 20 ans. Vous avez aussi une estampe absolument unique, le vrai portrait de Monsieur Molière en Sganarelle, qui vient du département des estampes et de la photographie. Il y a des portraits de Molière, celui par Nicolas Mignard, qui est un portrait de jeunesse. Il y a aussi un très beau buste de Houdon, qui est le Molière de la postérité, comme on dit. Alors la version est une version en terre cuite qui nous a été prêtée par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans. On a effectivement les éditions originales des pièces. On a aussi un volume que j'aime beaucoup, qui est les dessins originaux de François Boucher pour l'édition des pièces de Molière en 1734. Ce que je trouve gourmand là-dedans, c'est que celui qui est resté
un des Français les plus célèbres, il fait partie d'un club très très serré, vers Saint-Jacques-de-Rix et d'autres, que celui-ci n'ait jamais fait œuvre de mémoire. Il y a tellement de gens qui écrivent leurs mémoires qui n'intéresseront personne, et alors que lui n'a rien laissé. Alors peut-être que ce moment-là n'était pas dans la conservation de ce genre de choses, mais il aurait pu décider de cultiver sa postérité. Il n'a pas fait du tout. Trop dans la vie, trop dans le théâtre. Ce qui nous le rend très sympathique aussi. D'autres l'ont fait à sa place, et c'est le cas du biographe Georges Forestier. Éric Ruff, il y a une bataille juridique qui est en train de s'ouvrir, dont nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Le Monde la raconte dans ses pages, avec une audience qui se tiendra le 24 novembre devant le tribunal de Paris, autour de Tartuffe, cette pièce de Molière, mise en scène par Ivo Vanoff à la saison dernière, et qui va être reprise entre vos murs fin janvier. Quelle version? Celle en 3 actes de 1664, interdite d'abord, restituée par Georges Forestier, ou celle en 5 actes de 1669? Celle qui est restituée par Georges Forestier. Ça, ce sera pour le 31 janvier 2023. Ce micro, je sais bien que la radio n'est pas un prétoire et c'est pas ici qu'on rend justice, mais étant donné que Georges Forestier a voulu médiatiser cette chose-là, je ne peux pas ne pas répondre. Non, Georges c'est important. Forestier... J'explique aux auditeurs, ce Georges Forestier, qui est professeur d'université, biographe de Molière, une biographie parue notamment chez Gallimard, vous demande aujourd'hui la reconnaissance de son statut d'auteur-adaptateur. Et ça, c'est assez passionnant, cette question, parce qu'on imagine bien que les œuvres de Molière, depuis le temps, sont libres de droit, qu'elles appartiennent au domaine public, sauf que à partir de quand une œuvre a été retravaillée, redécouverte? C'est effectivement un domaine très intéressant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Georges Forestier s'est présenté à moi en tant que ce qu'il est, spécialiste de Molière, universitaire, scientifique, utilisant une méthode qui s'appelle, je crois, l'archéologie littéraire, c'est-à-dire que par une science de l'époque, des recoupements possibles avec toute la matière, à restituer ce qui pourrait être la version en 3 actes de Molière. Donc il s'est présenté comme ça, évidemment que je l'ai cru comme ça. Je n'en veux pour preuve que la couverture de l'édition où il est marqué Tartuffe de Molière, dans une restitution de Georges Forestier. Ensuite, 1 mois après la première, Georges Forestier s'est dit que finalement ça n'était pas ça et qu'il était l'auteur, un des auteurs donc de ce Tartuffe. Alors, ça a changé évidemment la donne en soi, ou bien on est un scientifique et on travaille avec une matière reconnue, ou bien on est un auteur et à ce moment-là on assume l'arbitraire d'une chose. Il n'est pas facile de considérer les deux. Donc je laisse à Georges Forestier une consultation avec lui-même sur ce point-là. Voilà, et puis rendez-vous au tribunal le 24 novembre. Effectivement, nous ne sommes pas dans un prétoire, la justice en décidera, mais c'est intéressant en tout cas d'interroger ce statut d'auteur, adaptateur aujourd'hui, puisqu'on parle de réinterprétation de Molière ensemble, et puis de la pérennité de ces textes face à un dramaturge qui avait laissé assez peu de traces, si ce n'est l'édition de ses pièces originales, peu de manuscrits concernant son œuvre. Sébastien Thème, je me retourne vers vous, parce que se pose une grande question aujourd'hui, c'est comment faire aimer Molière, comment faire que cette langue touche encore, et notamment la jeunesse, les jeunes lecteurs. On parle tout le temps de dépoussiérer ces monstres, ces auteurs monstres. Mais... Une grande inspiration. Et... Oui. Voilà. Sur plein de BD, 400 ans, et oui, ça se fête. Les éditions Larousse donc publient pour l'occasion 10 pièces en bande dessinée, Les Précieuses Ridicules, Tartuffe, Don Juan, Le Médecin malgré lui, Le Misanthrope, l'Avare, Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Les Femmes Savantes, Le Malade Imaginaire. Voilà, j'ai tout dit comme ça. Si on vous repose la question, vous avez quelques noms en bouche. Texte de Daniel Berliou, dessin d'Arthur Ducoteau, La question du désir chez Don Juan, Le mariage contrarié chez l'Avare, La censure religieuse dans le Tartuffe. Et quant au dessin, on est plutôt du côté de Sampé, disparu d'ailleurs en août dernier. On va entendre Arthur Ducoteau nous expliquer ce que ça fait d'adapter un monument de la littérature française. Adapter Molière, c'est s'attaquer à un monument de la culture française. C'est aussi l'occasion de se replonger dans des œuvres populaires qu'on connaît tous et qu'on a tous étudiées au collège, dans notre jeunesse. Et moi, en tant que dessinateur de bande dessinée, c'était aussi l'occasion de réétudier un peu son œuvre avec plus de maturité, parce qu'au collège, j'avais pas été peut-être suffisamment sérieux, mais c'était aussi l'occasion d'analyser sa mise en scène, de voir ses découpages.
Ce qui est intéressant aussi, je pense, dans ce genre de projet, c'est de voir ce que les œuvres nous apprennent, la société du XVIIe siècle. Mais c'est surtout de voir ce que ça nous apprend sur notre société, en fait, sur qu'on vit aujourd'hui. Ah, non, Sébastien, c'est à vous. Le micro s'est rouvert. Le micro s'est ouvert, absolument. Joël Ludwolf, on retrouve des estampes dans l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux. À quoi ressemble justement cette vie théâtrale de Molière et de son époque ? On trouve énormément d'images en fait dans l'exposition et de toutes les périodes, que ce soit des estampes en effet comme vous le dites et celles que je citais tout à l'heure, de grands portraits peints, beaucoup aussi de scènes et c'est peut-être ce qui fait le lien avec la bande dessinée. La période romantique s'est vraiment passionnée pour la vie de Molière et a voulu mettre en images et en couleurs énormément d'épisodes de sa vie, que ce soit Molière lisant Tartuffe chez Ninon d'Enclos, la mort de Molière, Molière à la table de Louis XIV. Alors toutes scènes qui n'ont peut-être pas existé, mais c'est vrai qu'il a suscité beaucoup d'images comme ça spontanément. Et puis ensuite, bien sûr, l'image vient à travers la représentation des spectacles, que ce soit dans des miniatures au XVIIIe siècle, que ce soit dans des estampes en effet au XIXe siècle, ou progressivement par la photo, puisqu'on a effectivement beaucoup d'images de photos de spectacles. Un des enjeux de l'exposition, qui n'était pas l'enjeu premier, jeu du vrai et du faux, c'était de montrer aussi la diversité des esthétiques qu'on peut avoir dans les spectacles de Molière. Bien sûr, aujourd'hui, l'audiovisuel, enfin la vidéo, nous montre aussi ce Molière en mouvement et garde la trace des spectacles, ce qui est absolument passionnant. Quand on revoit le bourgeois gentilhomme de Jean Meyer avec Louis Seigné, ça a beau dater de 70 ans, c'est tout à fait hilarant. Vous ne couperez pas la question, Joël Ludwolf. Alors, mais en fait, j'ai déjà répondu puisque je viens de parler du bourgeois gentilhomme. Et ben justement, aujourd'hui, je dirais le bourgeois gentilhomme. C'est votre Molière préféré. Oui, parce que c'est le plus délirant en fait. Mais dans le texte. Et c'est mise en scène ou dans le texte? Parce que dans le texte déjà, parce que c'est un personnage qui en fait, à force d'être ridicule, est absolument émouvant. On a beaucoup de tendresse en fait pour le bourgeois qu'on veut toujours ramener à une réalité très concrète, alors qu'en fait, il vit très heureux dans un imaginaire tout à fait délirant. Et j'aime beaucoup la dernière phrase du Malade imaginaire. Si l'on en trouve un plus fou, je l'irais dire à Rome. Je trouve que c'est vraiment une très belle... Vous êtes tous les deux allés relire les dernières phrases. Oui, vous êtes tous les deux allés relire les dernières phrases. Je ne vous poserai pas la colle des incipits alors, pour le Malade imaginaire. Vous concernant, Joël Ludwolf. Et on a dit... Non, attendez, le bourgeois gentilhomme pour vous et pour vous, Éric Ruff, le Malade imaginaire. Je rappelle juste vos deux actualités Molière. Molière, le jeu du vrai et du faux, conçu et réalisé en partenariat avec la Comédie Française. Une exposition inaugurale aussi de la galerie Mansart. C'est un nouvel espace de présentation, d'exposition qui vient d'ouvrir sur ce magnifique site Richelieu de la BNF qui a rouvert au public le 27 septembre après des années de travaux. Et puis une deuxième exposition organisée par la BNF, BNF Bibliothèque Musée de l'Opéra, l'exposition Molière en musique. Alors ça c'est intéressant, c'est une exposition qui aborde le volet musical de l'œuvre du dramaturge, avec notamment Lully en figure centrale. On termine avec vous, Éric Ruff, et sans revenir sur cette saison dans le détail que vous avez supervisée, orchestrée à la Comédie Française. Est-ce que ça va continuer au-delà du 400e? Est-ce que toutes ces pièces vont déjà tourner en France? Et comment vous allez continuer à porter la voix de Molière? Oui, le Tartuffe va reprendre, va continuer à tourner. Le Don Juan, aussi monté par Emmanuel Demas, va tourner en France également. Alors, je dirige encore pour quelque temps la Comédie Française et je sais qu'après moi, je pense que Molière aura le droit de citer dans sa propre maison. Donc, on est capable de faire des saisons sans créer de Molière. On n'est pas capable de faire une saison sans s'il n'y ait aucun Molière à
dans la programmation. Donc, Voilà, il ne va bien pas évidemment que ça s'ensommeiller va- pour les 100 non, prochaines non, années. ça va continuer. Très bien, c'est pas la Belle au bois dormant. Et puis, pardon, je Oui. me dis juste comment faire aimer Molière. Il faut le monter et il faut faire venir des gamins dans la salle. C'est peut-être ça qui est dur, de les amener jusque dans la salle, mais le miracle opère toujours si c'est bien monté, parce que c'est un auteur tellement génial que les gamins ressortent en se disant que c'est un auteur absolument formidable. Dans le Il cas faut du simplement le Bonjour faire. d'Emmanuel Dumas, il faut y aller pour Laurent Lafitte aussi, qui est formidable. Notamment, et Avec Stéphane l'accent Verripen, provençal. absolument. Allez, je vous arrêterai, messieurs. Je vous remercie beaucoup tous Merci les deux à et vous. merci mille fois Merci. Sébastien Thème. Merci. Ne bougez pas, il est 13h25 sur France Culture. L'avant-garde, toute cette semaine, 3e volet aujourd'hui du quadritème de Charles Dantzig avec Gertrude Stein. Dans ce quadritème de l'avant-garde qui se voit et de l'avant-garde qui ne se voit pas, je vais parler de Gertrude Stein. Gertrude Stein est un génie. Je trouve que nous sommes devenus bien avares de ce mot. Nous ne voulons plus croire au génie. Nous sommes dans la rétention, la fausse modestie, l'envie. Le génie existe, n'étant pas ce qu'un certain public croit, c'est-à-dire les orages et les rugissements. Le génie est, suivant ma définition, l'application personnelle d'un talent singulier. Et un génie est celui qui a eu un ou plusieurs moments de génie. Ce n'est pas plus grave que cela. Ce n'est pas si fréquent non plus. Alors, quand nous avons un génie, réjouissons-nous et disons-le. Gertrude Stein était une autrice d'avant-garde, d'une avant-garde qui se voit. On ne peut pas ouvrir une page d'elle sans la reconnaître, à cause d'une façon d'écrire extrêmement personnelle et pourtant fondée sur quelque chose d'impersonnel, la répétition. Stein a écrit un poème dont un vers est devenu fameux. C'est à propos d'une enfant prénommée Rose. Le vers est « Rose is a rose is a rose is a rose ». Rose est une rose est une rose est une rose. Extraordinaire, non ? Sous l'apparence de la rengaine, cela a un sens. La jeune rose ressemble à une rose, laquelle ressemble à toute autre rose. Évidemment, mon explication prosaïque est un peu fausse puisqu'un vers ne s'explique pas. L'explication l'aplatit, le réduit à un seul plan. Retenez simplement, rose est une rose est une rose est une rose. C'est beaucoup plus fin, plus moiré, plus susceptible d'interprétation. Stein utilisait la répétition non seulement dans ses poèmes, mais en prose. Elle était lourde et prouve que la lourdeur peut être une qualité. Elle n'était pas discrète et prouve que la discrétion peut nuire à l'œuvre. Elle était vaniteuse et nous lui passons ce défaut. Ce qu'il y a avec Stein, c'est que, comme les meilleurs écrivains, elle n'a pas de style, mais un rythme. Le style est une idée obséquieuse, artisanale, finalement plus vaniteuse que le génie. Un style, n'importe quel appliqué peut l'obtenir, mais un rythme. Un des meilleurs livres de Stein est son roman Ida, qui date de 1941. Il relate la vie d'une femme de sa naissance à son âge adulte. Ida est belle, a des maris mais pas d'enfants, va vivre à l'étranger où elle devient célèbre, revient aux États-Unis. On n'apprend pas grand-chose de plus et c'est très intéressant car c'est raconté à partir de sensations, d'états non commentés. En réalité, c'est une épopée. Chaque chapitre d'Ida débute par une phrase très simple que Stein tire, embobine, le bourré apparaît, des phrases reviennent, le roman s'étage. Voilà ce que je dirais d'Ida et de bien des livres de Stein. Ils sont verticaux. La plupart des romans sont horizontaux, avec leur idée d'évolution et de destin. Stein croit plus qu'au devenir aux états. Ses romans sont dressés comme des tours, sans origine, sans raison. Son génie vient de ce que, malgré l'apparence de lenteur que peuvent donner les répétitions, elle est la rapidité même. Gertrude Stein et Gertrude Stein et Gertrude Stein. Merci beaucoup Charles Dantzig. Vous pouvez retrouver Bienvenue au Club à toute heure en vous abonnant au podcast de l'émission sur radiofrance.fr. Merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission avec Théa Corler, à Joseph Julien qui l'a préparée, à la réalisation Camille Maty avec Arthur Dumont à la technique. Merci beaucoup. Demain dans le Book Club, Sébastien Thème. Demain, images, visages et hommages à la contre-culture avec entre autres une biographie de l'essayiste américaine Susan Sontag. Vous pouvez déjà nous dire ce que vous pensez d'elle, de cette Susan Sontag qui a aussi pensé et mis en mots une révolution esthétique, éthique et politique. Et Hashtag Book Club Culture. oui, et invité dès demain à midi, la romancière Monica Sabolo. À demain.